Je suis devant une toute petite difficulté qui est que j'ai déjà beaucoup parlé, parce que quand un poète parle d'un autre poète, il ne parle jamais que de sa lecture d'un autre poète et donc de lui. À certains d'entre vous peut-être, j'ai donc via Jacques Cottet un peu parlé déjà de moi, et il m'est demandé de ne pas me contenter d'une lecture, mais aussi de répondre un peu au contrat que nous avions passé ensemble, et qui consistait à poser la question de la poésie aujourd'hui, compte tenu de la problématique générale de nos journées. Alors je vais essayer d'éviter de faire une conférence, je vais me contenter de commenter un peu précisément le titre que j'avais proposé, qui était le titre qui m'est venu spontanément dans nos échanges téléphoniques avec nos hôtes, qui était ce que peut, parenthèse selon moi, parenthèse, la poésie. En commençant peut-être tout simplement par les derniers mots, c'est-à-dire la poésie. Si nous sommes réunis autour de la poésie aujourd'hui, si on a parlé ensemble déjà dans nos échanges de la situation peut-être difficile qui lui est faite, il y a une chose qui est évidente, c'est que souvent la célébration de la poésie, pour reprendre un mot de Méchonic, qui est peut-être ce qui lui fait aussi du tort. Bien sûr, on ne va pas épiloguer sur la situation économique, on parlera peut-être un peu davantage du rapport à la langue aujourd'hui, mais il y a une certaine manière de parler de la poésie comme étant le dernier refuge d'une certaine vérité d'existence, d'un moment qu'on peut partager avec soi-même dans la vérité de ce qu'on est, qui est tout à la fois juste et tout à fait inefficace et insuffisant. Juste parce que je fais partie de ceux qui pensent que la poésie n'est pas qu'un montage textuel et que bien sûr il en va de nos existences. Mais je pense que la poésie dans ce sens-là, ce n'est pas l'activité à laquelle j'essaye de me livrer de temps en temps quand je suis saisi par la nécessité de mettre en mots un certain nombre de choses vues, aperçues, vécues. Cette poésie qui fait qu'il y a des moments dans la vie où on a l'impression de vivre un peu moins mal, un peu moins maladroitement, un peu plus en accord ou avec certaines choses du monde, ou avec le temps, ou avec sa propre expérience. Je crois qu'elle passe, et qu'elle peut passer bien entendu, pour éviter tous les cataclysmes, par tous les arts. Et que s'il s'agit de sauver dans un brouhaha et un tumulte tout de même un peu assourdissant, on peut le reconnaître, mais quelque chose d'une justesse dans son rapport à soi ou à l'existence ou au monde, bien entendu, cela peut s'exprimer par la danse, cela peut s'exprimer par la musique, cela s'exprime par l'image, la photographie, la peinture. Et donc là, la poésie est avec les autres arts, il serait faux de croire que quelque chose de ce rapport à la vie est forcément menacé si la poésie est peut-être moins fréquentée qu'elle ne le fut. En revanche, c'est là où ça devient pour moi important, s'il est vrai que je crois que des jeunes gens, par exemple, pour prendre cette figure toujours des jeunes gens, comme si les jeunes gens étaient forcément les plus incapables de poésie, je crois, par mon expérience, le contraire, et parce que j'ai entendu hier soir, j'en ai une certitude encore renforcée, puisqu'on a eu la chance de voir des jeunes gens porter pour nous la poésie de façon évidente. Mais on peut imaginer que des générations moins sensibles à ce genre littéraire vivent en poésie et formulent la poésie de l'existence par le biais de la danse ou de la musique ou de l'image. Mais il y a quelque chose tout de même, pour moi, d'irremplaçable, et c'est là où j'en viens à la poésie genre littéraire et non plus l'autre sens du mot poésie, à ce que cette expérience passe aussi en langue. Et donc, qu'est-ce que la poésie ? Je veux bien que la poésie s'inscrive dans quelque chose qui soit plus large qu'elle, qui puisse être une catégorie existentielle, mais il y a poésie littéraire lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose d'irremplaçable dans le fait que cette poéticité de l'existence puisse passer par la langue que nous parlons. Et il y aurait quelque chose, en effet, pour moi, de terrible à penser que le relais par d'autres arts avec lesquels la poésie dialogue et avec lesquels elle n'est pas en concurrence vienne à effacer cette tentative de, comme je le formulais ce matin avec Jacques Cottet, de prononcer juste, de faire en sorte de raccorder les mots avec quelque chose d'une catégorie existentielle. Et peut-être que j'ai presque tout dit, voilà, j'en suis presque à la conclusion, rassurez-vous, de cette longue dissertation, ou trop longue dissertation, mais qui va quand même avoir quelques développements. Pourquoi est-ce indispensable ? Parce qu'il en va avec la langue de notre rapport à une identité qui se construit par elle, à une pensée qui se construit par elle, à des idées qui se construisent par elle. Et donc, j'ai souvent l'impression,
Et c'est une impression très concrète, ce n'est pas, même si je la formule ici pour des raisons d'économie de temps, de manière peut-être un peu théorique, j'ai souvent l'impression qu'en lisant de la poésie, quand je suis en mesure d'en lire, en écoutant en moi l'écho de ces mots, ou de temps en temps en essayant d'en écrire, je me livre d'abord à un immense rinçage linguistique dont je crois qu'il est absolument nécessaire aux habitants de notre temps. Les mots retrouvent dans l'activité poétique une dimension qui est peut-être celle qui me paraît, s'il fallait tenir un discours d'actualité, ce qui me paraît la plus menacée, c'est celle de la présence charnelle, corporelle du langage. Les mots, on n'en a jamais eu autant, on circule dans un univers saturé de mots, mais où il me semble que l'utilisation du mot se fait indépendamment, d'une certaine façon, de son corps. Le mot est idée, le mot est slogan, le mot est bruit, le mot est porteur d'une abstraction qui n'est pas la belle abstraction conceptuelle des philosophes que j'admire, et qui est cette espèce de décollage par rapport à une réalité. Nous vivons entourés de discours, nous sommes dans l'univers du discours, et essayer d'habiter sa parole, ce qui doit être le travail peut-être de tout être humain, essayer d'habiter sa parole convenablement, me paraît parfois de plus en plus difficile dans l'avalanche terrible du discours. Et donc, si je devais dire pourquoi la poésie est si essentielle, pourquoi il est si essentiel que la poésie de l'existence passe par le langage, c'est parce que le langage, ce n'est pas tout à fait rien dans l'identité, dans les idées, dans la société, dans la cité, et que tant pour des raisons personnelles que pour des raisons de n'être pas tout à fait fou, pas tout à fait loin d'une réalité, il y a un effort pour rebrancher de temps en temps la langue avec la réalité du monde et la langue avec sa propre matérialité. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en passant par cette matérialité de la langue qu'on peut peut-être essayer de la faire atteindre à une certaine forme de matérialité des expériences émotionnelles, corporelles, historiques, amoureuses, intellectuelles qu'on peut avoir. Ainsi, ce que j'attends de la poésie, c'est d'abord cela. Et peut-être l'une des difficultés de la poésie d'aujourd'hui est qu'elle peut aller, elle est très riche, elle est peut-être cloisonnée, c'est une question que j'ai vue apparaître, je crois, dans une des propositions, c'est pourquoi je me permets d'y revenir, une des propositions de pistes de réflexion communes de nos journées. La poésie est très riche, diverse, elle est beaucoup plus vivante qu'on ne l'imagine, mais essaimée, éparpillée, sans doute pas soutenue, mais c'est une telle évidence par les réseaux médiatiques, parce que économiquement pas intéressante aujourd'hui, en termes économiques, c'est-à-dire dans la logique du monde tel que nous le connaissons. Elle est aussi, je crois, clivée, inutilement clivée, ce n'est pas du tout mon expérience ni de lecteur ni de critique littéraire, mais trop souvent clivée ou compartimentée en esthétique qui s'ignore, et qui même, sans doute, comme souvent lorsqu'on est des minoritaires un petit peu aigris par sa position de minoritaire, dont les rapports s'aigrissent, et loin de se soutenir, ils sont dans une rivalité et une dénonciation permanente. Il y a une sorte d'état de guerre civile qui est d'autant plus dérisoire que ce sont des guerres picrocolines qui n'intéressent quasiment plus que les poètes et leurs 3 lecteurs et les 2 étudiants qui deviennent les sectateurs eux-mêmes du poète qu'ils ont choisi, mais qui nous empêchent peut-être de voir qu'on peut le mener différemment, ce travail de rinçage, ou ce travail de nettoyage de la langue, ou ce travail de réinsistance sur la langue comme étant l'un des éléments qu'il faut réaccorder à nos existences, pour essayer de peser nos existences sur le trébuchet de cette chose très matérielle qu'est le langage, qui ne doit pas décoller dans du discursif abstrait. Bon. On peut le mener, par exemple, par un travail vraiment sur la sonorité. On peut le mener en décidant que, c'était un peu le geste des avant-gardes, qu'il faut que la langue telle qu'elle est ne nous convient pas et qu'il faut absolument en inventer une autre dedans. Mais les manières d'en inventer une autre dedans peuvent passer par la rupture. C'est peut-être l'image qu'on se fait le plus traditionnellement de la modernité, ou peut-être passer par d'autres moyens, peut-être moins spectaculaires que la rupture. Au contraire, parfois, et pour moi c'est le cas aujourd'hui, par le maintien. Dans une langue très très évolutive, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à brancher une parole contemporaine sur des tournures syntaxiques dont la poésie, qui est aussi une gardienne de la langue, alors pas dans le sens heideggérien que je ne maîtrise pas, mais juste dans le sens du fait qu'en écrivant, et en écrivant des choses qui sont faites pour essayer de durer, on peut maintenir peut-être ou contrecarrer des évolutions, rouvrir des possibles qui sont déjà dans le code, sans forcément casser le code linguistique. J'en donne un seul exemple. J'ai une délectation
c'est peut-être une perversion particulière parmi d'autres chez moi, hein, mais on verra si vous la partagez, mais j'ai une délectation toute particulière pour des tournures raciniennes. Dans une des tragédies, par exemple, il y a un tour qu'on n'utiliserait plus du tout aujourd'hui, cet enfant sans parents, il est question d'Astyanax, je crois, cet enfant sans parents qu'elle le dit qu'elle a vu. Qu'elle le dit qu'elle a vu est fautif en grammaire moderne. Je pense que, enfin, j'aimerais bien, c'est évidemment moins concerté que cela, hein, je n'écris pas en me disant, tiens, je vais maintenant utiliser la langue du XVIIe siècle. Mais j'aime bien quand, dans un poème, je peux retrouver qu'elle le dit qu'elle a vu et l'espace mental que cela ouvre. Enfin, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que dont elle dit qu'elle l'a vu, hein, ou du relatif généralement très très menacé dans la langue, dans la novlangue médiatique, hein, où on ne sait plus si le duquel, de laquelle, auquel elle aurait vu. Bon, eh bien, qu'elle le dit qu'elle a vu est peut-être l'une des choses que la poésie a aussi pour intérêt de faire ou réactiver des mots. Alors on peut en réinventer, on peut en injecter du nouveau, mais le XXe siècle a été beaucoup quand même sur cette coloration de casser la langue pour en trouver une autre, sur plutôt la manière de la briser pour faire advenir du nouveau, hein, c'était le grand mot de la modernité, maintenir de l'ancien pour faire une parole nouvelle, ça peut aussi exister, et évidemment les poètes avec lesquels j'entretiens le plus de relations intimes, je les ai mentionnés ce matin, qu'il s'agisse d'Aragon ou de Jacotet, me situent un peu dans une de ces pentes. Hein. J'aime bien l'idée de pouvoir écrire une langue qui soit contemporaine et qui pourrait être à peu près, même si c'est un fantasme, compréhensible par un homme très révolutionnaire. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais qu'il y ait quelque chose d'une continuité linguistique qui puisse s'inscrire dans une expérience moderne n'est pas pour me déplaire. Et alors, bien sûr, hein, c'est avec le plus grand respect pour ceux qui réélaborent des langues, rouvrent le vivier, trouvent des mots nouveaux, inventent beaucoup de mots nouveaux. J'ai autant de respect pour ceux qui, comment vous dire, incisent dans la langue les moyens d'une parole que pour ceux qui tape sur la langue pour la faire éclater et que ce soit dans cet éclat qu'il y ait leur parole. Ce que je trouve dommage, et vraiment dommage, c'est que très souvent il faille choisir un camp là encore, et que si vous êtes de ce côté-là, alors vous êtes la nouveauté, la modernité, et de l'autre côté vous êtes la réaction, ou bien à l'inverse, vous êtes les destructeurs de langue, les misologues, et de l'autre côté vous êtes les amateurs de langue. Je crois qu'il serait temps en tout cas, et je crois que d'une certaine façon ça va se faire, hein, mais de sortir effectivement de ces conflits qui n'améliorent rien, pour essayer de renouer avec un travail, une tâche qui est essentielle. Et qui est essentielle aussi d'un point de vue du rayonnement de la poésie dans la cité, parce que je crois que vous l'aurez compris, il en va, je crois, de l'existence de ce qu'on peut appeler un sujet, pour, si on veut se donner des allures d'intellectuel, hein, mais il en va d'un rapport exact avec sa propre existence, tant quand on lit un poème pour essayer d'éclairer ce qu'on vit, ou quand on en écrit pour essayer de déblayer en soi et atteindre un rapport un peu exact, et avec soi-même et avec ce dont on parle. Bon. Mais ça peut donner l'impression de quelque chose de très confidentiel. Mais de fait, je n'arrive pas à opposer, un peu comme je n'oppose pas les volcans et les allumettes, c'est-à-dire les deux échelles, je n'oppose pas non plus l'intime et le politique. Et l'une de mes idées, l'une de mes convictions, c'est qu'il en va du politique dans tout poème, et que du coup, on n'a pas à les reprocher à un poème, parce que quand on est spécialiste d'Aragon, on vous fait remarquer que tout de même, alors quand on est spécialiste d'Aragon, d'abord on s'expose au coup, hein, ou bien parce que vous apparaissez à la tribune et vous êtes forcément un atroce stalinien, puisque vous n'arrivez pas à dire du mal d'Aragon, ou bien, au contraire, en tant que spécialiste d'Aragon, tout de même, vous pourriez être un peu plus engagé. Hein, donc, vous trahissez votre père. Bon. Donc, dans tous les cas, on est en faute. Bon, c'est pas très grave. Hein, on peut très bien vivre avec le poids de culpabilité qu'on ne ressent pas. Ce qui me paraît mal placé, parce que c'est souvent en lien avec le sort de la poésie aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, si la poésie n'intéresse plus, c'est sans doute parce qu'économiquement elle est pas rentable, mais on vous sort toujours, et moi on m'a sorti beaucoup, hein, les grands moments héroïques d'une poésie qui parlait au peuple, qui parlait à la langue, et ce serait peut-être de la faute des poètes qui repliaient soit sur un laboratoire expérimental, c'est l'une des métaphores, soit sur leur intériorité lyrique, c'est une autre métaphore, moi on m'assigne plutôt du côté de l'intériorité lyrique, ne porterait plus les enjeux politiques. Bon.
Alors, on ne va pas ouvrir ensemble le débat de la différence entre une politique de la poésie et une poésie engagée ou une poésie partisane. Moi, il me semble que j'ai suffisamment lu Aragon pour voir comment la poésie partisane, c'est le moment justement où cette poésie peine à être poésie. Et lui-même s'en est expliqué suffisamment, et je ne crois pas du tout être en rupture avec lui en rappelant ceci. Mais ce n'est pas parce qu'une poésie ne parle pas directement de la cité qu'elle n'accomplit pas son travail politique, puisque son travail politique, c'est d'abord son travail linguistique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à tirer, je vais prendre un exemple un peu lointain, mais pour des raisons pédagogiques. Je crois qu'il y a quelque chose d'éminemment politique à essayer de regarder si la langue, je vais prendre vraiment loin, d'Anna de Noailles n'a pas quelque chose à nous dire aujourd'hui et à rappeler à la langue d'aujourd'hui. Anna de Noailles, dont on sait que ça paraît comme ça de loin un peu suranné, un peu surprécieux, un peu très intimiste. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, dans cet excès de raffinement, dans ces subtilités de raffinement, dans cette manière de raffiner en raffinant sur le raffinement, peut-être quelque chose de très agaçant et étouffant, mais peut-être aussi trois adjectifs, deux tours de phrase et une manière de prononcer qui déclenchent soudain quelque chose d'autre, qui nous fait sortir de la pâte dans laquelle on veut nous inscrire, dans laquelle nous sommes inscrits, qui est la pâte d'une langue qui ne parvient pas à se délier de certaines choses. Alors, je prends un exemple extrême, mais il me semble que dès lors qu'on touche de toute façon à une manière d'habiter la parole, on touche au discours, à l'ordre du discours, et on participe de faire basculer l'ordre du discours, que l'on vous parle comme Jacotet des Amandiers, ou que l'on vous parle du métro et de la cité. Je crois que c'était une évidence. Et donc la tâche politique de la poésie, elle se joue dans son rapport à la langue, dans sa capacité à faire en sorte que la langue ne se nécrose pas, qu'elle continue d'être respiratoire, qu'elle continue d'être un corps, qu'elle ne soit pas une sorte d'usine à fabriquer de la pensée toute faite, mais qu'elle continue à être aussi riche, diverse, inquiétante, ondoyante, fluente, fluide, immaîtrisable. Je crois que c'est cela. Enfin, c'est l'inépuisable de la langue qui est la mission, à mes yeux, éthique et politique de la poésie. Et je pense elle peut se réaliser dans des poèmes qui parlent aussi, il n'y a pas de sujet interdit, de la cité, mais elle s'accomplit quel que soit le sujet dont on parle. Et c'est pourquoi j'aurais envie d'inviter à un discours assez pacificateur, en se disant que tous travaillent aussi dans le même sens, même si les esthétiques sont conflictuelles, peut y avoir des débats d'idées, mais c'est cela que fait la poésie quand la poésie a lieu. Il peut y avoir aussi, sans doute, des supercheries, enfin, comme dans tous les arts. Voilà à peu près ce que peut le poème pour moi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une manière pour moi, pour le dire sans pathétique, j'ai souvent le sentiment quand je parviens à faire suffisamment de silence pour réentendre cette langue multiple, cette langue qui nous ouvre autant de possibles de pensée ou de possibles d'existence, il m'arrive de me dire certaines fois que c'est un moyen de n'être pas tout à fait fou. Et lorsqu'on est vraiment... Mais pour pouvoir rejoindre ce silence, je reconnais que c'est parfois de plus en plus long d'y parvenir. Certains, peut-être, qui ont l'expérience de la musique classique aussi, peuvent l'entendre, ou de la musique en général. Il y a des musiques qui ont besoin qu'on fasse le silence en nous pour qu'elles se déploient. Et on redécouvre soudain l'immensité de l'univers sonore. Mais les modes de vie, les conditions de vie, la saturation discursive, la confusion généralisée font que parfois ce temps pour parvenir à retrouver cela ou à renouer avec cela est de plus en plus long. Alors ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs que ce soit des pauses à partir desquelles on puisse enfin écrire comme si d'un seul coup tout réaffluait. Parfois c'est un travail de ver dans le fruit. On commence à écrire et peu à peu on éjecte du déjà dit, du déjà pensé, et on redécouvre une certaine forme de fraîcheur, c'est-à-dire de création tout simplement, qui permet d'entretenir un rapport à soi, mais aussi à sa propre pensée un peu rafraîchi. Voilà quel serait l'objectif. Donc ce que peut, selon moi, le poème, eh bien, pour moi, c'est de n'être pas tout à fait fou, vous en jugerez. Pour la société, pour la cité, pour le lecteur, je pense qu'on attend tous des choses différentes du poème, mais je crois qu'il est important de rappeler cela. Oui, on pourra exprimer la dimension esthétique de l'existence, qui est fondamentale et qui, elle, ne disparaîtra jamais, j'en suis certain, mais il y a quelque chose d'irremplaçable à ce que cette esthétique de l'existence puisse s'accomplir dans une langue, parce qu'il en va de notre liberté.
C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, après avoir donné de telles missions, puis après avoir parlé de poètes aussi importants, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'un peu piégé à venir poser sa propre parole en se disant finalement, il libère de quoi, lui? Enfin bon, peu importe. Je commence avec mon texte le plus politique. Vous en jugerez, je ne le commente pas, à vous de voir, qui s'appelle « Les confidences d'Eurydice ». Bonjour, je vous salue, couleur qu'on ne comprendra pas, car je niche où les lueurs logent. Depuis tout ce temps sous la terre, je sors du métro un peu trop peinte et chancelante sur mes talons hauts. Je te salue, rivière verte à mon bras comme un homme debout, et dans mon comeback, je salue mon envie de vivre, de regarder sur l'avenue la dorure du jour déchiquetée de feuilles, puisque les arbres, si j'ai bien compris, servent ici à fragmenter le ciel comme les lèvres au baiser et le torse d'Orphée à dormir. Bonjour, passante sans regret, bonjour, passants à qui je mets feu, pour à chaque heure rattraper le temps perdu dans la ténèbre. Bonjour, acanthe verte que ma main frôle à la rambarde, je vois, c'est-à-dire que j'aime, et mieux encore, je suis touché. Sur les boulevards emmêlés, je tends du bleu jusqu'à plus soif d'une brise qui détisse tout ce début de juin. Je vais commencer mon séjour par une terrasse et du vin blanc. Et pour ce journal froissé sur le marbre ou une cigarette, je vais parler à tout le monde. Après 25 siècles de silence, j'ai de quoi nourrir la conversation. D'ailleurs, je ne sais pas si on a noté ou pu avoir le temps, mais pour une fois, ce n'est pas mon mari qui cause. Son vieux numéro, pour tout dire, commençait sérieusement à nous lasser, surtout pour moi, imaginez-vous, toujours à jouer les contrepoids dans son système d'ascenseur. C'est bien beau d'endormir les monstres et de visiter les sous-sols, mais jamais un mot pour les seconds rôles. Et pour chanter les saisons en enfer, il faut savoir peut-être qui l'on y met. Aussi, tout à l'heure, dans un wagon, j'ai brisé d'un air négligent sa guitare. Plus de pierres à faire frémir, on va enfin s'amuser. Parce que ne comptez pas sur moi pour les sanglots pensants et pour la lyre, ni ces récits de cauchemars où le noir vous prend des airs de profondeur. Il fait beau, et c'est un baume à mon malheur. Je pourrais en dire sur la souffrance, pensez, mais je préfère aujourd'hui les lilas ou ce giton qui s'ennuie, couleur de lèpre et des statues du Luxembourg. On ne va pas ajouter un cri à la douleur ambiante. Moi, quand je parle, c'est pour qu'il fasse après plus clair. Et je ne raterai pas la moindre occasion d'une préciosité de la matière. Par exemple, ce linge jaune à sécher ou les craquelures du sol ou bien tout le mica nacré du sable dans la contre-allée. Tissu, visage, premier café du matin, ce que vous m'avez manqué. Morceaux de tulle ou bien de gaz, chapeaux impossibles des femmes. Tout ce qu'on met au rebut, c'est mon royaume. La parole habitera désormais dans un gant d'effet sur une balustrade. L'époque est finie de geindre ou de prendre la langue pour un mouchoir à carreaux. Dans l'arabesque, comme un peu molle, on va rouler un parler de tissu éponge, plus que des propos de chiffon, et puis de tout ce qui chatoie. Roulement de tambour, cher monsieur, c'est le retour d'Eurydice dans sa robe moulée d'organdi. Et elle inventera dans les cafés pour vous plaire une syntaxe en farandole. C'est le retour de la femme enfin dans la parole, et le qui craint, ni ce qui brille, ni le très peu. Il prend l'amour pour rouge à lèvres, comme au sérieux la pâquerette. J'arrive, et que s'incendient les surfaces après vos millénaires entre caves et caveaux. Il est grand temps qu'en vers ou non la vie rayonne et irradie. Il est grand temps de chantonner comme de vivre en saigne, en nouant la parure et le rien. Bonjour, âge nouveau du proche et du palpable, âge de pulpe et de taffetas. Je te salue, tant déjà sainte sur la page, le poète est celui qui monte des enfers. Alors, comme il faut penser à tout, j'ai aussi écrit, au cas où, une complainte en cas de résurrection. On ne sait jamais. Si je reviens, faites de moi par pitié la vapeur d'un bain, la moitié d'une feuille d'arbre, la fleur très jaune des courgettes, la cendre dans le vent un instant à se prendre pour une aile d'oiseau, mieux encore une tasse vide, un ourlet déchiré, un peu de fil en trop dépassant d'une étoffe en sursis de ciseaux. De la farine au fond d'un moule, un pétale tombé que les passants piétinent. À l'aube de janvier, du givre sur un pare-brise, les restes tordus d'un mégot, ou bien le galon de dentelle sur un voilage qu'un peu de vent très doucement secoue. Rien plus qui pèse en tout cas, rien qui pense. J'ai si souvent rêvé des formes délivrées de l'eau, de ce qui coule sans compter de la vague enviant l'écume à ses cheveux sur le rocher brisé un instant qui s'envole. J'ai si souvent voulu me faire hémorragie,
qu'il y aurait à rejouer le même rôle une amère ironie. J'ai songé bien des jours avoir perdu mon poids de peau et de passé, au point d'enfin sentir du frisson le vrai cataclysme, d'un sourire l'exact ravage qu'autrement notre échelle nie, tant la beauté est un cristal et l'homme devant trop massif. Et fût-ce à force ou par hasard, j'ai pu sauver une stature de fin d'enfance, plus près du sol où l'herbe pousse, et l'épaule toujours étroite passant bien mieux la porte des jardins. J'ai jalousé des flaques d'eau, la poussière en avril à travers les vitres que le soleil pétrit. Toute une vie durant, j'ai pris modèle sur la pluie, battue devant toujours et qui ne brille qu'effondrée. Plus que tout, j'ai craint m'endurcir. Dès qu'un pas s'absentait dans l'appartement vide, j'avais peur de ne plus pleurer. Comme on sait si bien faire à l'âge où le visage n'avait pas décidé ses traits, car je sens bien ne rien valoir qu'à l'endroit où je me déchire, où cela me saigne, je suis. Je n'ai vécu vraiment qu'au pilori des choses. Un réveil, par exemple, peut plaider moi face aux paupières pleines de rêves, la pulpe des songes réfugiés dans les lèvres qui vous frôlent et s'en vont. Et quand la silhouette après tourne l'angle de la rue, le premier matin de juillet, soudain qui vous écorche, vous explique ce qu'est vraiment la vie. Je n'ai jamais aimé que du temps suspendu aux corniches des toits que le soleil allume. Les cris des martinets comme un collier rompu, tout ce qui ne vaut pas et personne n'en parle, tant c'est sans prix, sans poids, sans importance aucune que les nuées plus ou moins peignées. Si je reviens, faites de moi une page tournée, la lettre qu'on n'expédie pas. N'allez pas déranger un messie pour qu'on m'ôte mes bandelettes. Qui sait en sortant de sa nuit de quoi Lazare aurait rêvé? Être brin d'herbe, terre sèche ou bien pierre aux margelles des puits. Je ne veux pas de la grandeur ni de la vision retrouvée et d'avance, je vous préviens, je ne tiendrai pas sur mes jambes. Je suis un miracle raté. Faites de moi moins qu'une moustache de chat. Dans la nuit qui frétille, un trébuchet pour des flocons. Faites de moi moins au moins que moi-même, un cil qu'on chasse d'une joue ou au bord d'une bouche en M que je voudrais en minuscule. Alors, tout n'est pas dans ces tonalités, donc pour vous donner une sorte de cocktail, je vous propose une ode, puisque chanter ne me fait pas peur, donc j'ai fait des odes, mais des odes appelées dérisoires. Ode au Caravage. Deux chaises, une petite table rouge et du papier de couleur. Une existence se résume à des reflets de carafon. La police en fait un poème. Item un escabeau, item une autre caisse avec 12 livres dedans, quelques loques et des miroirs. Le Caravage a quitté Rome. Sa fuite remue en lui des morceaux de mémoire. Au rythme de ses pas dans le lacis des ruelles jaunes, un rideau de sang sur les yeux, il voit surgir sur les pavés des souvenirs pareils à des assiettes sales. Tissu souillé, taches de vin au bois des tables, une querelle naît dans l'éclat des couteaux, l'autre aussi aimait les tavernes, le cuivre rouge des écuelles, et la lumière balbutiante des bougies brisées aux trop blanches putains changeant sans cesse de genoux. Ici, tout sent l'ail, le salpêtre et la pourriture, des tours d'or sur les tonneaux, un moment tremble, quand s'y abattent les cartes avec des gestes démesurés, les silhouettes rompues, ombres sur plâtre, et les jambons pendus aux poutres inventent une crucifixion sacrilège. Il aurait fallu peindre aussi cette chute d'anges trop gras, leurs cuisses lits de vin à l'ivoire de la muraille. Il aurait fallu restituer cet enfer, tandis qu'autour commence la ronde des filles, et Dieu sait ce qui les attire, ces ongles mauves de peinture ou la richesse du plastron. L'une chante, l'autre montre une cheville nue, on se passe des plats, des rires et du pain. Tout cela qui se précipite le temps à peine d'une colère, on se retrouve sur le pré avec une arme dans le poing, à ne plus rien voir devant soi que la fumée de son haleine, buée sur buée dans l'étain du matin. Qu'est-ce qui peut rester d'une aurore de mai à tout jamais peinte à l'envers à la prunelle? L'initiale des oies répétée au nuage, à quoi bon y rêver? Je veux pourrir nu dans la terre, à la main une feuille morte. On ne gardera pour les siècles dans un coffret que mes yeux médusés, ce regard fait pour violer les choses, pour arracher à l'injure de la lumière la forme humaine qui l'a servi. J'aurais du moins posé ma bouche aux lèvres dures des étoiles, pris dans mes mains les hanches des filles et des gitons. J'étais fait pour culbuter tous les jupons de l'apparence, en défendre la tricherie du jour,
Ouverte à coups de poing la cuirasse du soleil, j'y ai vu battre un cœur. Il était couleur d'encre, noir de suie, de désir, de cendres renversées. L'on ne finit pas dans ce laitage d'aube comme une triste vierge quand on tient au bout du pinceau le volcan de la vérité. J'avais des doigts faits pour moucher la prétention des astres, indifférents à la brûlure, faits pour approfondir la nuit, pour que s'avouent les selles vertes du printemps, son odeur de sueur dans les branches. J'étais fait pour que les dieux prennent la forme blessée des mendiants. L'autre déjà s'est mis en garde, peut-être on a compté des pas, puis il y eut comme un éclair, et c'est son cadavre qui fait une ombre bleue dans l'herbe. Il a filé parmi les rues du Champ de Mars, à peine le temps de prendre un manteau propre et des pinceaux. Il lui reste 4 ans de fugue, d'auberges en palais. Déjà la nuit, le cerne qui mange ses tableaux, toujours plus noir que l'os atroce des corps y tranche, qui flambe pour toujours le drapé rouge où meurt Marie. 4 ans, la nuit est allée comme on crie, pour le lait quelquefois d'un torse ou une joue couleur de cierge. Et l'on ne saura plus de toi, Mérisie, que cette marée d'ombre incomprise, sans voir que le corps des anges résume ce qu'il te reste d'été, que tout ce charbon déversé vise à glorifier la lumière, ce rien de jour qui bouge au globe d'une épaule, le blanc soleil au premier plan d'un collier cassé. Mérisie, si ton nom couronné d'épines était saint fait pour se damner, parle sans fin le même hébreu de la ténèbre, jamais ce ne fut par remords ou par peur du néant, mais pour le pur amour en toi aussi du jour. Tes toiles sentent la salive, et les raisins sous le soleil, le vin cuit, les branches sèches, et le parfum des fruits avec leurs feuilles comme des paumes en prière pour le seul Dieu de la clarté. Ou pour le vol inexpliqué de guêpes, et la tache déjà sur la chair d'une pomme, mieux qu'un crâne, ce trou de verre pour dire la vanité, et que le temps nous est compté d'user nos bouches à des bouches. Mérisie, enfin, grâce à toi, la pureté pue comme nous. Elle aime dans nos draps couverts de rides et de crasses. C'est par bonheur que tu découpes le pubis de la nuit et jettes du pinceau un peu de chair couleur de braise sur le fond de goudron. Mérisie, aucun ange, 4 ans après, n'a chanté ton cadavre quand tes yeux chaviraient pour finir sur une plage sombre. Ainsi tu mourus dans ta propre couleur et ton corps, à cette page de sable noir, a posé pour toujours l'empreinte de la croix. Mais sous la ronce de tes cils, tout prenait la teinte des chairs, à la gorge le goût du dernier corps étreint. Et ce fut celui d'un giton ramassé sur le port, aimé en hâte entre les algues, léchant le sel sur son cou sale. On te reprochera les pieds poudreux de tes pèlerins ou le ventre gonflé de madeleine à l'agonie imbécile qui croyait que la lumière est blanche et les couleurs de notre sang et de près sans le suin. On te reprochera le crime et le vin toujours du désir quand l'épi de paille ou bien l'œillet dans le noir serpent des cheveux, l'œil voluptueux de ton Bacchus, le fond doré d'un bouquet de fruits, l'ombre du geste mourant à la main qui le fit, le reflet parfait de Narcisse, l'invitation des regards où l'innocente craie des bras, tout en toi faisait naître l'amour de notre monde, notre terrible étail bleu brille pour tout soleil, l'épaisse terre de la joie. Changeons un peu de longueur, parce que plus bref, une petite suite. J'extrais quelques textes de ce que j'ai appelé le cadran des jours. Sous le kiosque de la mémoire, tout l'orchestre s'est tu. Ne reste plus qu'un peu de temps congelé dans le lambre, des restes grêles d'insectes ou des fragments de feuilles. Hors salle et cendres, tout le passé ce soir ressemble à un mégot dans de l'urine. Elle est assise et frappe du bout des doigts le marbre de sa table, attendant la fin du marché pour que sa fille la délivre du purgatoire d'un café. Elle a les yeux pleins de vénule où le bleu fait vitrail, des mains flétries et déformées, sous le chapeau de paille un tortillon de faux cheveux. Quand je me plains du bruit, elle penche la tête et les fleurs du chapeau, main en suspens, puis elle oublie, retape encore. Le temps pourtant cogne assez fort, il n'est pas besoin de compter. À marcher quelquefois dans l'eau fraîche, les heures intactes, les ruelles vierges à l'aurore, on se prend presque pour des dieux. Nos pas sonnants nous prouvent, nous confirment, nous y sommes enfin à peine distincts du bonheur des choses, de la lumière qui joue au dé dans les allées. À de certains instants rares, il est vrai, mais d'autant plus précieux, cela s'ouvrirait donc, s'élargirait, écarterait un peu les cloisons d'ombre. On peut y croire, on peut aussi penser à un songe de plus.
face à la lance un peu piteux qui se contenterait d'une armure de paille. À force de reproches et de cris assourdis, même nos âmes ont des goitres. Un jour encore et pour eux, le soir sous les bombes, pour moi entre tes bras. L'histoire donc est comme un sable, ignoble de douceur, échappant à nos paumes. Le soleil forme un fruit coupé à la lame de l'eau, des feuillages en trop, des façades et les néons éteints réduits à l'état de squelette pour parachever le brouillon. Il n'y a pas la moindre aquarelle à soutirer aux apparences, même si, au loin, l'aube rose brode un drapeau. Ventre bleu, soleil et neige, phrase mate tatouée au ventre des nuages, le paysage ce matin, vide de promesses, vante l'absolu à crédit. On rêverait des efforts faits pour lever le couvercle, trouver des issues de secours, que la voix là-dedans déçoive, ainsi soit seul à ne pas trop tricher. Ni le ciel gris ni l'église, très pâle et lourde sur son square, sentier de sable sale, des arbres maigres, des bancs verts, ni la gare qu'annoncent 2 colonnes, à droite les montres, à gauche un entassement de valises, ne savent rien du cinéma. 2 années à peine ont passé, insensibles aux vitrines, à la peau meurtrie des affiches. Ils voulaient, un film très sale était entré en uniforme, le lait du visage dans l'ombre. Aujourd'hui, ce n'est plus un militaire, peut-être l'homme en costume et mallette, croisé à cet instant. Malgré l'éclair d'alors, il faut admettre que tout ne fut qu'une tache de pluie au tissu des fauteuils. Dans mon souvenir, c'était plus près de l'entrée. Il a poussé des morts depuis. On a refait des rues, des carrefours. J'ai croisé des chats, des veuves, des bouquets de fleurs sur les tombes des vedettes. Je n'ai pas retrouvé la tienne. Peut-être que je n'y tenais pas. Vous l'aurez compris, la tentative de préciser ma résurrection n'interdit pas d'avoir quand même quelques inquiétudes. Et donc, je vous donne un extrait d'un trop long poème pour vous le lire en entier qui s'appelle « Essai de voix pour la très obscure ». Quoi qu'il arrive, je franchirai ta porte. Pourquoi pas maintenant, quand même, à triple tour, la clé tournée dans la serrure, fermer la maison comme autrefois au couvre-feu, on peut éclore les remparts et les doubler en cas de rixe d'une ceinture d'arbres et d'eau. Je ne connais pas de fossé ni de créneau qui me résiste. J'ai des racines n'importe où et je me faufile où je veux. Le store que tu tires à ta vitre décapite le paysage. On n'en voit plus qu'un pan de mur aussitôt que tu nies, car tu triches avec l'univers, tu roulerais jusqu'à l'abîme. Sous tes toits, biseautant les cartes, tu te fabriques des atouts, au point de ne plus savoir démêler de ta mémoire tes mensonges. Et quand sera levé le dernier pli, tu croiras encore à ta chance, malgré tous tes valets tombés. J'avance à chaque fois que ton cœur bat dans la cage de ta poitrine. Quand soudain léger tu fredonnes, je suis caché dans ton refrain. C'est moi, l'été, derrière le point du soleil qui plante à tes paupières les banderilles de la beauté. Moi qui brûle au bout de ta cigarette, je t'ai déjà beaucoup laissé. Les après-midi de printemps, quand tu ne savais plus te distinguer du lierre en cascade sur des murailles. Celles où tu lisais tout en haut d'un grenier parmi la poussière et le parfum des myrtilles écrasées. Ou bien les heures où les corps mangent l'un à l'autre leur pain blanc, les instants à Nice arrêtés face au miroir rompu des vagues, quand une main glisse à ta nuque, il faut croire à ma mansuétude, à ma trêve dès qu'un rideau s'ouvre, et les fenêtres sur l'azur, c'est moi encore qui certains soirs te foudroie entre tes draps pour t'habituer à ton linceul. Avec tant d'efforts de ma part, tu avales consciencieusement ta dose de médicaments, et les brandis comme la croix face au malin quand l'idée de moi quelquefois t'encombre. Tu te racontes des histoires d'années déjà gagnées qu'en avant tu projettes. Tu prétends voir grandir le fils que tu as fait, et comme tu n'as jamais su bien compter, tu glisses ici ou là des virgules au nombre qui te divisera pourtant. Tu auras beau lâcher les abeilles des mots, toute ta ruche ouverte.
gaspiller pièce à pièce ta fortune dépenaillée, ces consonnes que tu frottes à t'en faire saigner les gencives, parce que tu prends ce qui scintille pour autant de remèdes, et je te reproche d'avoir à jamais confondu l'art du verre et la verroterie, d'avoir des goûts d'enfant fiévreux à qui l'orange resplendit et vendrait pour la vraie clarté le reflet d'un feu de Bengale. Tu auras beau à tes doigts gourds tresser tout ton sou le lin des images, écrire comme à la crécelle en estimant à la fatigue du poignet le retour des sons, t'imaginant qu'un moulinet suffirait à me repousser de ta lèpre. Puisque tu mets ton paradis dans quelques efforts de salive, sache qu'aucun essaim de songe n'a su en plein galop stopper ma course. J'en ai connu beaucoup et mieux bâtis que toi, autrement résistants que ce mince osier que tu m'offres, pied à pied toute leur vie qui luttaient à coups de pinceau, des peintres qui mettaient sans pâlir à mon mufle le démenti d'un collage bleu. Et même, il y en eut capable de rivaliser, comme moi, congelant un geste dans la pierre ou la gélatine, puisqu'on n'ignore plus, je crois, mon goût pour la photographie, où d'un seul court éclat de foudre les visages se font gisants. Certains n'hésitaient pas comme toi si souvent à plonger entier dans le feu, faisant va-tout pour un instant, grâce à quoi l'esprit se déchire, et pas un pourtant n'a quitté l'arène vainqueur. Quoi que tu fasses, je passerai, cela viendra. La vie est admirable et vaine. On ne la recoupe pas en sculptant des sanglots. Quand je te ronge vraiment trop pour jouer à la poupée, tu maquilles mes orbites vides. Tu mets des faux ongles à mon rien et puis tu chantes des berceuses ou bien tu m'offres des vêtements, la robe un soir d'un mariage parce que le soir venu, tu tremblerais bien moins à me prêter banalement les traits de ceux que tu aimas. Mais ne va pas trop me rêver une distance, je ne suis pas plus le bric-à-brac d'ossement des légendes qu'une douce épouse ou comme il te plaira le parfait assassin. Je ne suis pas même dehors, ni une force très obscure, ainsi qu'ici tu m'as nommé, j'habite en plein midi, je suis la transparence. Je peux dormir au calice des fleurs aussi bien qu'à l'égout. Le plus ardu pour ton combat vient de mon manque de visage. Je tiens au néant de mes doigts l'éventail ouvert du visible. Toute musique se mesure devant l'excès de mon silence, et quand tu sens qu'une ligne enfin frissonne sous ta plume, c'est qu'en soufflant derrière toi, j'ai fait palpiter ton langage. Pas plus ténèbres que charnier, je suis au rythme la syncope et la retraite de ta paume, décidant des alinéas. J'ai même teinte que ta bouche, je suis le vide dans ta voix. Deux poèmes pour s'extraire peut-être de ces catacombes où je vous ai fait rentrer. L'un pour un autre peintre ou avec un autre peintre. Matisse en automne. Ce qui m'a plu dans les tableaux qu'on avait vus, nous deux ensemble, cette fois-là, c'est ce qui reste après la vue quand on ressort muet pour plus très longtemps. Il y a la seconde juste avant leur mort, quand l'oubli simplement les fane et qu'on retrouve dans tes cheveux la sorte d'émoi des couleurs qu'on vient d'apprendre à regarder. C'est comme tout ce qui vacille à la lisière toujours de deux ordres ou de ce qui s'appelle, je crois bien, des catégories. Un tremblement au bord des teintes, mettant comme au piano l'accord à peine biaisé, un bémol. Une façon d'assourdir ce qu'on relance et qu'ainsi le mot retenu presque à sa sortie à la fois resplendisse et chuinte. Aussi, tout le secret, j'ai l'impression, c'est de saisir la braise à demi évanouie comme une dame avant sur un sofa un peu suffocant dans un bouillon de dentelle blanche, elle trop rougie, cueillir la lueur entre le rouge de la fête et le gris sanglot de ses cendres. Ou de trouver, entre enfance et fin, le vrai ruissellement de la voix qui doit bien se cacher quelque part dans un recoin au plus profond sans doute de la glotte, puisque cela qui toujours dérape ou trahit justement sans cesse s'approche. Je t'ai dit alors sur le trottoir, je m'en souviens qu'il fallait, et pour toi aussi, cet archet de romance, avec toi dans l'air, trouver la tessiture à mi-chemin de la merveille et du malheur. On remontait la rue de Rivoli à ce moment, et devant toujours tes pas de géant foulant des étoiles, et moi après presque à courir. Ce soir, dans ma chambre et les cils noyés d'encre, je revois la coiffure, ou comment dire, de cet instant. L'heure était coupée comme en brosse, et chaque seconde y crépitait sous le peigne du soir mer et mauve, avec dessus une tavelure de nuées roses et de rayons qui se dénouent.
Sur les feuillages des Tuileries fondant l'alliage vieillard et roux, par quoi se fait le faux été de notre octobre, et tout cela allait si bien avec soi-même, on aurait dit la main des choses enfin mise dans celle du temps. Je veux dire le monde adéquat au monde, et que c'est cela que désigne le mot maugré de miracle, comme si du fait d'être deux, l'apparence épousait sa forme, comme à la chair nue de la toile les fiançailles après du bleu. Et pareil à cette fois-là, je sais bien aujourd'hui la difficile ou bien pénible imprécision de mon propos dans ce bar, près de la Comédie Française, à l'angle, et les huîtres, deux hommes en tablier très sombre, dehors et en bottes. Il y avait autour de nous, dans la fumée, tout un boucan de soir de fête, un printemps aussi en regain dans les phrases, et emporté, comme on peut l'être à ceci près que toi, pas trop, toujours sur ce sillage en sable blanc de la réserve. Entraîné, j'avais dit depuis les poussins, visiter le nom de Matisse, après quoi plus moyen vraiment de m'arrêter. L'admiration en jet d'eau fuse, or j'ai laissé de la même façon dans ma vie tout un régiment de jurys. Une bonne technique d'ailleurs à y bien penser, j'aurais dû faire un manuel ou bien un guide du comment parler avec aisance, le coude sur la cheminée, que tout le monde a mal aux pieds, souhaitant rentrer chez soi sans trop savoir quand on peut décemment s'en aller, même si mon blabla sur Matisse n'a pas permis exactement le beau mariage constituant ce qu'il me semble l'implicite visée de ce genre de publication aussi. Le chocolat mourait dans les tasses. Et je te parlais des poissons rouges à la corbeille d'un bocal avec évidemment ce qu'en a fait aussi Guillaume ou bien la fameuse desserte. Et même j'ai dû te dire que moi je suis sûr, car déjà je l'étais, qu'il faut voir dans le rouge si doux une extension à l'infini de lèvres. Tout étant à la toile l'explosion colorée d'un corps, et tu suivais, sourcils froncés, l'air d'un à qui on ne la fait pas, un regard qu'il n'y avait pas besoin de suivre, parce que dis donc, s'il te fallait le mot de corps pour décoder dans l'avalanche et toute la neige à ce Noël de la syntaxe, le fruit rouge que j'y glissais, comme une fraise, le je t'aime rutilant au fatras de givre sans arrêt jeté, et j'ai même allumé 2 cigarettes en même temps, avec la première qui me narguait, se foutait bien alors de moi depuis son cendrier hurlant Ricard en bleu sur jaune, au point que je ne peux plus voir ce mot-là sans avoir une envie irrépressible de tout casser ou de pleurer. Donc, pour m'entendre, non pas entre les mots, comme on dit si mal, mais à leur courbure, puisque c'est en effet dans la musique seulement que l'amour se marque, imbécile. S'il fallait en plus te donner le mode d'emploi, mais je sens bien que je m'énerve, tout dévie, et c'est en vain, si bien que du souvenir, je préfère en revenir à ce premier étage de café-brasserie, avec la fin de la journée comme un châle plein de paillettes aux épaules des maisons tombées, le mauve en liane autour des arbres. C'était comme si les ombres embrassaient la nuit, après, durant des heures, n'avoir entendu que ça, que la chute souple du soir sur elle qui, enfin, s'y conjoignant les bois. Aussi, heureusement que j'étais en pleine esthétique, parce que tout cela sonne quand même un peu le désir et l'absence, avec cette manie toute poétique de faire porter au paysage ce qu'on ne peut pas faire de soi, comme par exemple en plein café se dissoudre dans l'énorme nuit de tes bras. À ce moment d'ailleurs, et pas pour rien, avec la rayure en moi du désir, j'ai raconté le songe de la laine et de la buée, cette idée depuis toujours que je porte, ayant cru toujours être le brouillard à la vitre et faisant de l'autre le doigt, et quand il s'écrit, je m'efface, et du nom perlant dans la buée, le jour enfin dans la chambre passe, à mesure que moi je ruisselle, la clarté peut-être au travers du cœur où des prénoms enlacés s'avancent, et le pire alors, c'est que comme tant d'autres tu as ri quand j'ai dit que c'était mystique mon credo pâle de la vapeur. Franchement, quand j'y réfléchis, je me demande bien ce que j'ai pu te... Mais passons, ça fait trop l'autre 10 ans dans le roman, après 10 ans de sa souffrance, qu'elle n'était pas du tout son genre. Et l'auteur d'aimer la peinture, ça suffit pas pour la comparaison. Il y avait Matisse, et la nuit, l'odeur du chocolat, avec le reste, au fond, à coups onglés de cuillère, on avait mis sur la faïence des moustaches. Et sortir après sous l'œil mécontent du garçon, c'était drôle. Si la boîte de nos nuits proches, il fallait pourtant passer encore du temps, mais je ne me souviens plus très bien où on a dîné, seulement le vin très noir, au point qu'on disait, en trinquant dans le baiser de verre, à chaque gorgée se mettre un collier de grenat. Et je rêvais du ventre à l'intérieur de toi retapissé de perles. Aussi, les mémoires, c'est toujours la même histoire de dorures, de fluideries et de bijoux. On ne peut pas dire que je sois bien original, mais pour finir, j'ai envie d'écrire tant pis pour toi, parce que j'ai fait depuis de façon franche des progrès et que tu n'en sauras rien, ni n'en profiteras. Par exemple, ce que j'essayais tout au début, tant bien que mal, de déceler dans les tableaux, à présent, je le formule à force. Or, ça ressemble à toi, à l'amour, à Matisse, au souvenir, tout s'y résume, et ça sera d'ailleurs, je l'affirme ce soir, mon testament. Il faudra le mettre en lettres d'azur sur la tombe de béton gris, vu que j'ai jamais aimé pour ça le marbre. Alors simplement, le préambule, c'est pour les quelques mots que je te dédie, en m'excusant peut-être, il faut, de la disproportion de la préface et de mon texte. Le portrait de toi, je l'y mets d'avoir gardé une nuit le geste inadéquat de la caresse et depuis m'y être installé. Or rien,
Ni le temps passé ne me déloge, ni sépare de ce point très gros et tremblant, grand ouvert, juste avant ma peau, avec les doigts soudainement fragiles, puisque ce qui hésite, seul existe. Un dernier, une prose. Nous allons revenir. Alors, il est manuscrit. Si je bute encore un peu davantage, je vous prie de m'en excuser. Nous allons revenir un petit peu sur l'Antiquité dont nous sommes partis. Il s'appelle « Vie du sieur H et de tant d'autres ». Il est précédé d'une petite indication qui vous aidera beaucoup. Tous les vrais poètes sont en H. Homère, Hugo, Heine, Heredia, José Hierro, Hölderlin, Hésiode, Éluard, Aragon. Qu'importe que ce fût Cume, Chios, Smyrne, Salamine ou Colophon, l'une ou l'autre des îles, ce sera toujours, vu à juste distance, l'inimitable éclat d'une mer à force de bleu presque mauve, le jour le plus pur, et sur la roche sèche, la pierre aveuglante de quelques poignées de maisons. Avec l'aide d'une splendeur si constante et si uniforme, il disposait dès ses 10 ans d'un vivier bien rempli. Il avait bu le lait mousseux des chèvres, l'or savoureux des miels. Il avait respiré l'âcre fumée des chairs qu'on brûle, en tournant sur une broche une pièce de viande 3 fois plus large que lui. Mais ses vendanges se firent surtout par les yeux. Il aimait le vent dans les tissus, les voiles, la lumière sur la rocaille, le ciel encore plus éclatant quand on le voit entre 2 branches d'olivier ou à travers une frange de cheveux. Il avait considéré avec émoi le balancement au bustier des femmes penchées sur leur linge, leur voix claire percée de rire. Un émoi au moins comparable l'avait saisi au tracé d'un biceps et à l'ampleur d'une épaule, l'un et l'autre luisant de sueur. L'image le hantera toujours du berger occupé à soulever l'une de ses bêtes, accroupi parmi la laine et les cris désordonnés du troupeau. Des corps, des tissus, les azurs perpendiculaires du ciel et de l'eau. Il n'en faut pas davantage pour que des mots se pressent, s'organisent, se rangent à peine sortis des lèvres, en cherchant l'aide et la rivalité des notes répétées du syrinx. L'élément manquant dans ces enthousiasmes visuels est le passage du désir à l'expérience. Entre les jambes dures d'un guerrier, contre le lait avide d'une fillette de son âge, vers 15 ans, il avait aussi appris de ces peaux brûlantes que rien ne tient sans le rythme, qu'il découvrit dans les affolements, en ces circonstances, des souffles et des cœurs. Rien alors ne l'empêchait plus de devenir aveugle. Une petite taie d'abord, couleur de lune, brouilla légèrement le brun doré de ses iris. Mais très vite, il ne présenta plus, à rouvrir des paupières, que la pudeur l'invitait à maintenir le plus possible fermées, que 2 amandes grises et vitreuses qui suscitaient l'admiration des hommes et l'effroi des enfants. Quand il fut ainsi dans la nuit, quand il n'eut plus de la beauté que le sel rongeur du remords, il sut que sa formation était accomplie. Il pouvait compter sur l'éblouissement, il pouvait compter sur sa perte, il pouvait composer l'Iliade, il le fit. Merci.